Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie pour cette, invitation. Je vais, commencer par, rappeler un petit peu le vécu de l'association sur cette première partie, de la crise, sanitaire et puis, je rentrerai un petit peu plus dans le détail de cette notion d'information, ensuite. Alors c'est vrai que, pour rappel peut-être, déjà un petit peu, France Alzheimer, donc c'est un réseau et maladies apparentées, c'est un réseau, de 99 associations départementales, dont, la mission principale est le soutien et l'accompagnement des personnes malades et des familles, l'une des 4 autres, grandes missions de France Alzheimer, c'est bien sûr, l'information, et la sensibilisation du grand public, et de nos adhérents, bien sûr. Dès le début, nous, de la crise sanitaire, s'est posé un 1er problème avec, enfin une première remontée de terrain très forte, de la part des familles, après la décision d'arrêt des visites, dans les établissements. Donc c'est vrai que l'une de nos premières actions, ça a été, d'écrire au ministre de la santé et de prévenir, voilà, il y a, les mesures, mises en place effectivement, et de sécurité sanitaire, mais, voilà, quels sont les risques et les conséquences d'un confinement et d'un arrêt des visites, pour, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Voilà. Ensuite, donc le confinement, généralisé, s'est mis en place. Donc là, d'autres actions, sont venues, bouleverser un petit peu notre quotidien. Sur le terrain, les bénévoles et les associations, départementales, se sont, fortement et formidablement, mobilisés pour essayer après la fermeture de leur structure, hein, vraiment de maintenir, le soutien et l'accompagnement, l'écoute et le soutien psychologique. Donc il y a eu, la mise en place de plateformes d'écoute, très, très vite, et qui ont permis de suivre les familles, de maintenir le lien avec les familles et de leur donner aussi, de l'information. Au niveau national, je parle j'évoque quelques actions. Au niveau national, donc, grâce à notre web radio, on a pu très vite mettre en place une émission, spécifique, donc tous les vendredis, hein, avec, Judith, Mollard qui est notre experte psychologue et qui répondait aux principales préoccupations, rencontrées par les familles. Voilà, donc avec l'intervention de différents experts aussi au cours de ces émissions, comme des directeurs d'établissement, voilà, des acteurs de terrain, qui, pouvaient avoir, une expertise et un certain recul, sur la situation au moment où on partageait ces informations. Notre institut, de formation s'est, également adapté puisque, souvent à la demande de nombreux professionnels, de santé au sein des structures, on a, essayé de revoir un petit peu notre offre de formation et de répondre à cette demande assez forte sur, voilà, comment adapter, notre prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, dans ce contexte de crise sanitaire. Et ensuite et ça fera, le lien avec, le reste de mon propos, effectivement au niveau national, via notre site internet, on a essayé de mettre en place, heu, voilà, alors il y avait une information, constante, et continue. Beaucoup d'informations étaient données. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de trier un petit peu cette information et d'essayer de, la restituer par rapport aux principales, revendications des personnes malades et des familles.
c'est vrai que ce flot d'informations en continu pour nous, mais pour les familles également, pouvait être source d'une certaine angoisse, d'une anxiété. Voilà, donc on a très vite essayé de trier un petit peu tout ça et de faire part de nos, recommandations principales, sur, les différents sujets qui pouvaient, toucher au quotidien, concrètement des personnes malades et des familles. Donc comment accompagner votre proche malade, à domicile? Comment, faire pour maintenir le lien, quand votre proche malade est en établissement? Quelles sont les démarches même, entreprises par France Alzheimer auprès, des pouvoirs publics pour essayer de sensibiliser sur, vraiment le vécu spécifique, des personnes malades et des familles sur le terrain? D'ailleurs, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les témoignages et dans notre vécu de la crise, c'est ce manque dans les médias. On a beaucoup évoqué les EHPAD, l'arrêt des visites, etc. Mais on a très peu entendu parler du vécu spécifique des personnes malades atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée dans ce contexte-là. Voilà, donc je voulais le souligner. Euh, Ensuite, concernant nous, notre mission d'information, vraiment, ce qu'on est, et pour répondre aussi à la question, euh, voilà, ce qu'on a essayé de faire, donc, c'est de trier un petit peu le flot d'informations qui arrivait. Et surtout, et c'est notre rôle, hein, c'est notre ADN en tant que représentante des familles, c'est de faire remonter aussi le vécu des personnes malades et des familles. Hein. L'information ne doit pas être que descendante, mais doit effectivement faire remonter la diversité des vécus des familles, que ce soit des vécus, voilà, pour certaines personnes, une situation dramatique, des vécus assez traumatisants pour les familles qui nous sont remontés avec des inquiétudes concrètes, voilà. Et pour d'autres, un vécu différents et des témoignages plus positifs. Voilà, donc ça, c'est aussi notre rôle, hein, de montrer cette diversité de témoignages et de pouvoir nous nourrir à chaque fois qu'on communique, à chaque fois qu'on essaye de faire passer un message, nous nourrir de ces remontées et de faire attention à ce que notre communication se base sur la diversité de ces vécus. Voilà, c'est la façon dont on a vécu vraiment l'information au cours de cette crise sanitaire. Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre intervention et puis voilà, ces réflexions que vous avez partagées avec nous. Effectivement, hein, ce que vous disiez, c'est-à-dire que l'information, elle va dans les deux sens. Nous, on l'a beaucoup vécu à l'espace éthique, parce que dans nos groupes de travail de notre observatoire, il y avait un groupe de travail sur les personnes âgées, sur le handicap, sur les précarités, les migrants, etc., à travers cette crise. Et on a, comme ça, recueilli énormément d'informations qui nous ont permis à la fois de les envoyer à des instances, mais qui nous ont permis aussi de réfléchir, de partager ces réflexions avec d'autres en vue de partager, parce que les cas qui étaient traités dans nos groupes de travail, c'était des cas qui avaient lieu un peu partout en France, et donc ça nous permettait ensuite plus largement de nourrir la réflexion à un niveau national. Donc ça me semble intéressant d'essayer de penser cette remontée d'informations. Et la deuxième chose qui me semblait très intéressante aussi, en contraste avec ce que disait Karine, qui pourra peut-être répondre, je ne sais pas, mais c'est l'importance peut-être de la fonction de l'association dans une démarche finalement de médiation, c'est-à-dire de lien entre plusieurs acteurs. Et il me semble que là, ça se justifie pleinement. C'est-à-dire que l'association, comme le témoignage de Jean-François Thébault de la Fédération française des diabétiques, comme le vôtre, on voit bien qu'il y a un filtre nécessaire,
quelles sont les bonnes informations scientifiques certifiées à un moment donné de la crise et qu'on peut transmettre à des personnes qui souffrent de telle ou telle pathologie, de diabète ou de maladies neuroévolutives, de la maladie d'Alzheimer ou apparentée, et de faire ce lien comme ça de traduction. Moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur la manière dont vous avez fonctionné pour sélectionner ces informations. Qui s'est chargé de sélectionner ces informations, comment vous vous êtes débrouillé dans le feu de la crise, je dirais, pour pouvoir transmettre les informations les plus stabilisées possibles pour permettre de vivre et d'agir dans la vie quotidienne. Ouais. Alors sur le côté, purement, scientifique et sur ce qui est, le scientifique, j'entends par rapport au Covid-19, nous on n'a pas eu de pertinence ou de légitimité à intervenir sur comment on allait traduire ce qui se passe scientifiquement ou voilà, on ne voulait pas intervenir sur ce point-là. On intervenait sur vraiment toutes les questions, voilà, comment je peux faire maintenant que je vais devoir arrêter d'aller voir mon proche malade en établissement, comment je peux faire à domicile pour continuer à l'accompagner le mieux possible alors que je n'ai plus de service d'aide qui vient me soutenir à domicile. Voilà, sur des questions comme ça et sur essayer de trier le flot d'informations contradictoires par rapport à des mesures spécifiques prises par le gouvernement où ça aussi, on a eu parfois quelques difficultés à faire le tri nous-mêmes et parce que je pense que le gouvernement et certaines administrations avaient également du mal à faire redescendre ces mesures, à essayer de définir un cadre national précis qui puisse être interprété sur le terrain par l'ensemble des acteurs. On a eu par exemple certains acteurs comme une ARS qui nous a appelés un petit peu au secours, nous, pour essayer de faire le lien avec le cadre national et qui nous a demandé de clarifier ce cadre national alors que, bon, voilà, on attendait la même chose des acteurs politiques. Donc, voilà, ensuite, il y a bien sûr les équipes qui se sont mobilisées pour rechercher les informations les plus pertinentes. Il y a aussi toute la littérature européenne et internationale. On fait partie de Alzheimer Europe et d'Alzheimer Disease International. Donc, effectivement, il y avait de la part des pays peut-être qui vivaient ça depuis plus longtemps que nous, hein, dans le calendrier un petit peu de cette pandémie, et qui ont pu aussi nous apporter des informations. Je pense là, comme ça, un texte qu'on a publié sur notre site, qu'on a fait traduire en français et qui était voilà toutes les astuces au quotidien mises en place par les familles et les bénévoles des associations de ces autres pays qui avaient identifié certaines activités à mettre en place au quotidien pour essayer d'accompagner de manière plus facilitée le proche malade à domicile. Donc voilà, c'est un exemple, mais effectivement, cette littérature et l'existence de ces informations déjà compilées par d'autres acteurs dans d'autres pays à différents moments a permis nous aussi de faire le tri et de donner plus d'informations. Merci de ces précisions. Moi, ce que je constate, alors, sauf si Pierre-Emmanuel a des questions à faire remonter, en termes d'interrogation, ce que je constate, c'est qu'il y a une ambivalence du rôle des corps intermédiaires associatifs, ordre des médecins, ordre des pharmaciens, etc. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont un rôle extrêmement riche, positif, nécessaire, pour faire redescendre l'information sur le terrain, mais pas uniquement faire redescendre, faire remonter, réfléchir, servir d'instance de réflexion, de régulation, voilà, pour éviter l'uniformisation qui parfois est délétère.
on peut difficilement uniformiser toutes les mesures sur un même territoire, pour toutes les professions, etc. Et puis d'un autre côté, dans nos groupes de travail, on a eu d'autres inquiétudes qui nous faisaient remonter les incohérences entre ces différents organismes. Bah, évidemment, chacun travaille un petit peu de son côté, donc on nous disait l'ARS ne dit pas la même chose que l'Ordre des médecins, ne dit pas la même chose que le ministère de la Santé, qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il faut faire, et nous, c'était plutôt les directeurs d'établissement dans le médico-social qui nous disaient parfois on est un petit peu perdu sur les règles à respecter, et c'est vrai que ça, c'était quelque chose qui était assez récurrent. Et le deuxième point que je voulais peut-être évoquer, c'est l'importance des savoirs d'expérience, de ce qu'on appelle les savoirs expérientiels dans cette crise que vous signaliez, c'est-à-dire le partage d'expériences des gens sur le terrain et des personnes concernées. Et ça me paraît complètement fondamental de reconnaître ces savoirs expérientiels euh, qui enrichissent la discussion et qui permettent également de ne pas avoir cette uniformisation ou cette bureaucratisation qui peut avoir des aspects positifs, mais qui peut aussi avoir des aspects négatifs en termes de mise en œuvre des politiques sur le terrain. Et ces savoirs d'expérience, j'ai l'impression que c'est ce que vous avez beaucoup travaillé, vous, chez France Alzheimer, dans le partage et la remontée de ces informations. Oui, bien sûr, on a énormément partagé sur le vécu des familles et le vécu des personnes malades en établissement aussi. C'est essentiel et on le voit aussi aujourd'hui, on s'en sert, c'est-à-dire que on considère qu'il y a eu cette première partie hein, de la pandémie. Et là, depuis le déconfinement, on sent peut-être que effectivement, on pourrait avoir ou qu'on vit effectivement une deuxième partie, une deuxième vague. Et là, ce savoir et cette expérience nous sert aussi pour notre communication, pour les échanges que les familles peuvent avoir entre elles, ce qu'elles ont besoin de partager, le vécu. Qu'elles ont besoin de se transmettre pour comparer les situations, pouvoir essayer de trouver ce qui a bien marché avec quelqu'un, ce qui a moins bien marché, etc. Donc oui, effectivement, c'est très important et aujourd'hui, ça nous permet depuis cette première vague, d'avoir un petit peu de recul et de pouvoir aussi affiner cette communication. Et voilà, je pense que c'est essentiel. Oui. Alors, merci beaucoup. Pour conclure, Karine, est-ce que tu veux nous dire un mot sur ce que tu penses de notre échange? Est-ce que tu avais quelques points à évoquer? Oui, je voulais juste une précision sur la médiation. Hein. Quand je parlais du rôle qui n'avait pas forcément été légitime des médiateurs scientifiques pendant cette crise, c'était vraiment, je ne parlais pas de la fonction de médiation qui est juste essentielle dans la médiation horizontale et bidirectionnelle comme fait cette fondation, enfin toutes les fondations, diabète, enfin toutes les fondations, cette fonction d'entremise, de conciliation, de rapprochement, de réconciliation, finalement, tout ça, c'est ce qui fait société, c'est ce qui fait... donc ça, c'est juste complètement indispensable. Je ne parlais vraiment pas de cet aspect, je parlais de l'aspect médiation en termes de communication verticale, comme étaient considérés historiquement les médiateurs scientifiques comme des traducteurs. Voilà, c'est contre ça que j'insistais, enfin c'est ça que je questionnais plutôt, cette espèce de besoin d'une personne à l'interface entre deux étrangers. Je ne pense pas que ce soit toujours nécessaire, je pense qu'il est possible. Parce que dans un cabinet médical, il y a un interprète pour exprimer ce que le médecin a à dire au patient. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a moyen, en faisant attention à l'autre, justement, de communiquer avec lui dans des termes intelligibles. Je voulais juste préciser ça, hein, ce n'était vraiment pas une critique de la médiation et de ce travail de go-between juste indispensable, surtout en temps de crise.
Alors, merci de cette précision. Oui, effectivement, hein, c'est vrai que le mot médiation, à la fois et de manière pratique, c'est très vaste. C'est un domaine vraiment pluriel. Hein. Donc, quand on utilise ce mot, on peut dire des choses très différentes derrière. Je voulais juste préciser. Voilà. Merci. Alors, pour conclure, je vous remercie Lorraine Gilly et Karine Demuth-Labouze, ainsi que Nadine Le Forestier, qui n'est malheureusement plus parmi nous pour le moment, d'avoir participé et de vos éclairages. Je remercie aussi tous les participants qui ont posé des questions, qui ont réagi. On vous tiendra au courant des prochaines conférences. Voilà, j'espère que cette soirée vous a permis voilà, de réfléchir avec nous. Hein. L'idée, c'est jamais voilà, de dire l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut penser, mais d'essayer de réfléchir ensemble, de problématiser un petit peu les choses et d'en sortir un petit peu plus riche. Voilà. Je vous remercie tous de votre présence et puis on va vous tenir au courant à l'espace éthique de ce qu'on se fait dans les semaines à venir, dans la perspective effectivement de cette reprise de l'épidémie et puis d'essayer de réfléchir à partir des expériences qu'on a eues pendant le confinement et pendant le déconfinement.